Donc, bonjour à tous, merci d'être venus sur cette présentation dédiée à Istio, qui j'espère, comme son nom l'indique, à la fin de cette presse, ça va devenir le meilleur ami de votre cluster cube et surtout votre meilleur ami pour travailler tous les jours. Je commence très souvent mes présentations par ce slide, parce qu'au final, notre monde évolue. On passe de framework en framework, de technologie en technologie, et dans le monde dev, Ops, il y a quelque chose qui a changé dramatiquement notre vie. On est passé d'une appli, vous l'entendez tout le temps, c'est les buzzwords à la mode, des applis qui faisaient à peu près tout. Donc au final, quand je dis à peu près tout, c'est que j'ai même développé des applications qui avaient leur base de données SQL embarquée dans un jar. Donc on peut vraiment tout mettre dedans. Mais depuis est arrivé Docker, donc début 2013. Donc quand j'ai commencé à travailler avec Docker, c'était ce modèle-là. C'était pas très agréable à utiliser. Maintenant, elle est un peu plus user-friendly. Ils se sont fait racheter d'ailleurs dernièrement. On va voir ce que ça va donner. Et depuis, on a cassé nos monolithes pour en faire des microservices. À noter, cette image est un élément qui a été créé par la planète toute seule, l'homme n'étant rien lié à ça. C'est vraiment une scission nette dans la brèche. Et nous, on va faire pareil avec nos applications. Quand on regarde les gros dans le domaine, Netflix, Amazon, en fait, ils ont tellement de microservices qu'on n'est même plus capable de se représenter dans une vision 2D la totalité des éléments et les interconnexions entre ces microservices. Et forcément, vous imaginez bien que ça devient dur à gérer en production. Et grâce à un outil, Kubernetes, qui fait partie des buzzwords à la mode du moment, ça nous a facilité la vie. Mais pas tout a été réglé grâce à Kubernetes. Il a sa part de responsabilité et certains autres éléments vont être couverts par Istio, ce que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, juste ma petite partie personnelle. Kevin, je suis addict au code. J'adore ça, j'en fais tous les jours et j'en ai même fait mon métier. Je suis développeur expert sur la partie Google Cloud. Donc si vous voulez parler de GCP, parler de cloud, de Cube et autres, venez, il n'y a aucun problème pour échanger. Je suis fan de tout ça. Je contribue dans l'open source sur à peu près tous les frameworks et les langages que vous voyez là. Et en plus, je suis CTO de Stack Labs. On est une société où on fait du service, mais on le fait différemment. C'est du service de pointe où on va aider des clients à passer dans le cloud, par exemple, ou à régler des problèmes de prod sur des cas où d'autres n'arriveraient pas à les aider. Nous, on ne fait pas du volume, mais par contre, on fait vraiment dans l'expertise. Et en plus, on a des devs passionnés à qui on donne du temps. Moi, aujourd'hui, pour info, je suis ici, payé par la boîte pour pouvoir faire des confs et apprendre. Tout ce que j'ai fait, c'est du temps donné pour apprendre, et même des contributions que j'ai fait sur Istio, c'est la boîte qui m'encourage à le faire. Donc pour déjà reparcourir cette introduction, je vous ai parlé de conteneurs, de Docker, de Kubernetes, de cloud, d'Istio. C'est très bleu comme technologie, vous le voyez. Je vais faire une petite pause, malgré tout. Vous imaginez bien que c'est un bingo buzzword déjà tout ça. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est top. Moi, je suis passionné de ça et je crois en ces éléments et je les utilise en prod aujourd'hui. Mais par contre, si vous n'en avez pas besoin, ne les utilisez pas. Parce que vous allez juste vous complexifier la vie et ça va devenir un enfer. Choisissez bien les technologies en fonction de vos besoins et pas juste parce que c'est à la mode. Récemment, j'ai eu une personne qui m'a demandé si c'était normal d'avoir un cluster Kubernetes pour faire tourner un pod. Vous imaginez bien que, hormis cramer du CPU et payer un cloud provider, ils y gagnent que dalle. Donc revenons sur Istio. Donc Istio est un projet open source. Et quand je dis open source, c'est vraiment from scratch, donc avec Lyft, donc concurrent d'Uber, Google qui a créé Kubernetes, qui est en fait une réimplémentation de Borg, leur système interne, et IBM, donc qui a racheté Red Hat et qui fait à la fois du soft et du hard. Et Istio est vraiment from scratch open source. La version 0.1, quand elle est sortie, vous avez la date sur le slide, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était trop jeune. Vraiment trop. C'est la 0.0, il n'y a rien qui marchait. Plus d'1 an après, ils ont sorti enfin la 1.0, la première production ready. Cette version-là était intéressante, elle a amené une stabilisation. Et malgré tout, j'ai encore des clients aujourd'hui qui tournent sur la 0.6, 0.7, 0.8 parce qu'ils avaient un tel besoin d'Istio que au final, il n'y avait pas d'alternative. Ils avaient même testé d'autres éléments entre-temps et sont revenus sur une version instable de Istio plutôt que la concurrence. C'est qu'il y avait vraiment un besoin. Et depuis, la 1.1, la 1.2, la 1.3 sont venus là pour stabiliser, améliorer les performances, la user experience, le debug. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très stressé aujourd'hui, c'est qu'ils ont sorti la 1.4. Regardez la date, c'était hier. Et j'ai mis à jour toute ma presse et tous les éléments pour que tout soit fait avec la 1.4.
J'ai morflé cette nuit, mais on va le faire. Donc c'est un projet très jeune, 2 ans et demi, donc ça commence quand même à grandir, mais vu que des entreprises sur le marché se sont intéressées à Istio très jeunes, ils ont aussi essuyé les plâtres pour vous. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez faire et qui n'existe pas dans Istio, posez-vous la question de est-ce que ce que vous voulez faire est cohérent. Sinon, il y en a plein qui ont déjà écrit des style guides ou des road to pour aller sur certaines choses avec Istio. Mais franchement, aujourd'hui, il est extrêmement complet. Le but principal d'Istio, on va essayer de voir à quoi il va servir. De manière purement philosophique, j'aime beaucoup cette phrase, c'est « il va vous permettre de faire des microservices qui vont être fiables, peu couplés, et avec un niveau de production ». Donc cette phrase, elle est tirée de la doc officielle, et ça permet de vraiment voir ce que Istio va vous amener au jour le jour. Et moi, ce que je rajoute à ça, c'est que c'est technologie agnostique. Combien de clients j'ai pu voir qui avaient un framework basé sur un langage, un framework interne, sur lequel ils basaient toute leur communication, interaction et autres, et on ne pouvait pas faire autre chose que ce framework. Pour moi, c'est dommageable parce que si j'ai envie de coder un microservice avec 3 lignes de bash, juste parce que curl fait le taf pour appeler un endpoint, j'ai pas envie de démarrer une JVM pour ça. Et donc, avec Istio, vous pouvez faire n'importe quel langage, n'importe quel framework, et même, donc, vous passez des frameworks, je ne vais pas dire legacy parce que ça pourrait être mal interprété, mais les anciens. J'adore Spring Security sur lequel j'ai contribué, mais au final, si on peut déporter ça à un autre niveau, c'est pas plus mal. Notre appli, elle n'a pas forcément à avoir à faire tout ça. Et c'est même agnostique de l'infrastructure. Aujourd'hui, Kubernetes, c'est un service orchestrateur dans lequel on fait tourner des containers, mais on pourrait très bien faire tourner Istio dans Kube, dans Docker Swarm, dans Consul et Mesos, il y a d'ailleurs de la doc officielle pour ça, voire même sur des VM. Si, comme moi, vous n'aimez pas trop faire tourner du state, donc une base de données Postgre par exemple à l'intérieur d'un cluster Kube, parce que c'est chiant à manager, ben vous pouviez très bien avoir Istio qui tourne à côté sur une VM pour en communication avec votre cluster. Donc ça, c'est possible. Et Istio va vous amener des éléments importants qui, pour moi, sont l'observabilité, la connectabilité, le contrôle et la sécurisation de tout ce qu'il va y avoir au sein de votre cluster. Et petit aparté, c'est pour moi le premier outil distribué, et vraiment outil pour nos softwares qu'on développe qui eux-mêmes sont distribués. Quand vous êtes dans votre IDE aujourd'hui, vous lancez une requête HTTP, elle sort de votre IDE, elle sort de votre mode debug, et vous n'allez pas pouvoir suivre ce qui se passe au-delà d'avoir une deuxième instance de votre IDE. Avec Istio, vous avez vraiment quelque chose qui va vous aider au jour le jour dans un environnement purement distribué. Si on parcourt l'architecture d'Istio, elle est assez intéressante, mais d'abord on va la recontextualiser. Kubernetes, donc chacun a ses concerns. Kubernetes, lui, c'est la plateforme. Donc on va déployer, on va lui dire, c'est lui qui se charge d'aller provisionner des nodes et de les demander au cloud provider ou on-prem avec du vSphere ou du OpenStack, et de gérer le nombre de réplicas, le placement des pods et ce genre de choses. Et au-dessus, vous avez votre application, boîte noire, entre guillemets, qui reçoit des requêtes HTTP, fait de la logique et renvoie des résultats ou les stocke dans une DB. Et Istio, il vient se mettre au milieu. Il va prendre le contrôle total du réseau, et pas que, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire plein de choses plus évoluées. La première fois que j'ai vu cette représentation, j'étais un peu circonspect parce que je connais Kube et je vois Istio qui amène certaines choses pour, par exemple, bloquer les communications interpod. Kubernetes, là, ça s'appelle les Network Policy. Istio le fait un peu mieux parce qu'il peut aller au-delà de la couche IPv4, de la couche 4, pardon, de la communication OSI. Istio le fait au niveau 7. C'est bien, mais c'est plus coûteux en perf. Votre app, par exemple, elle faisait du retry quand un élément ou du circuit breaker. Istio peut le faire aussi. Donc, il va falloir faire attention à savoir où placer le curseur et qui va être responsable de quoi. Imaginez une app qui fait du retry et Istio qui est configuré pour en refaire. Vous multipliez les retries, ça peut faire un peu de flooding dans votre réseau. Donc, Istio se découpe en 2 éléments. Il y a principalement le data plane, donc qui tourne autour d'un proxy, un proxy qu'on détaillera après, qui est le proxy développé par Lyft. Et ce proxy, il va être déployé à côté de chacun des pods. Donc, chacun même des containers à l'intérieur des pods. Donc là, j'ai une application micro-node Kotlin, par exemple, et je vais quand même avoir en init container un démarrage qui va réécrire toutes les IP tables dans mon pod. Et quand mon app va appeler l'extérieur, une URL que vous allez lui donner, un service interne ou externe au cluster, en fait, elle va parler
au proxy qui, lui, va forwarder à celui qui va bien. Et donc, si c'est à l'intérieur du cluster, il va forwarder à une autre appli, Python Flask par exemple, et il n'y aura à l'intérieur du cluster que de la communication proxy à proxy. Et donc, en faisant ça, on a mis la main sur tout le réseau avec Istio et on va pouvoir faire plein de choses par la suite. Et comme Kubernetes, il y a un namespace Istio System qui va contenir les composants d'Istio. Les trois plus importants sont le pilote qui, si on devait se le représenter, c'est une database semi-consistante qui contient toutes les informations de la topologie du cluster, donc toutes les positions de chacun des pods, quelle IP ils ont et autres. Et je dis semi-consistante parce que elle est dupliquée sur chacun des proxys. Chacun des proxys connaît la totalité de la topologie du cluster pour pouvoir interroger le reste du système quand il le souhaite. Ensuite, il y a le mixeur. Donc le mixeur, c'est un élément, à chaque fois qu'une requête va être initiée par un proxy, il va demander au mixeur, est-ce que j'ai le droit de le faire? Parce qu'il y a les règles du pilote, mais aussi d'autres choses qui vont peut-être l'empêcher de le faire. Une règle de rate limiting, par exemple. Et en plus, vu que c'est du gRPC, c'est un lien qui reste constamment ouvert entre le proxy et le mixeur. Si, en même temps qu'il demande ces informations-là, il va déverser toute sa télémétrie, pour dire les perfs, par exemple, qui sont constatés sur les temps des requêtes. Et ensuite, le dernier que je souhaitais vous présenter, c'est Citadel, qui est un composant qui est en charge de la sécurité. Lui, il va vraiment essayer de sécuriser le réseau en fonction des règles que vous allez mettre. On le détaillera un tout petit peu plus tard. Et si on regarde donc ce que devient votre cluster et vos services, en haut, vous aviez vos deux services, donc en mode sans Kubernetes, et avec, sans Istio. Et avec Istio, vous rajoutez tout le control plane et quelques proxys à côté de vos applications. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir détailler et utiliser les pans importants que Istio va nous mettre à disposition. Le premier, c'est l'observabilité. C'est, pour moi, je ne suis pas Ops, je suis Dev, mais par contre, avoir une application pour le debug ou autre que je puisse observer, monitorer de manière efficace, c'est franchement un plus. Et dans Istio, on va avoir énormément de produits open source qui vont venir, packagés et préconfigurés dans certains cas, pour pouvoir avoir ce degré d'observabilité élevé. Alors, je fais beaucoup de Kotlin avec du Reactor. Donc là, vous voyez, alors je vous ai mis les réponses sur le slide, mais vous voyez que ces deux méthodes, elles sont très similaires, et pourtant, il y a une différence. La différence, c'est ça, cet opérateur. La différence effective, c'est qu'il y a un qui va fonctionner en parallèle et l'autre qui va être en séquentiel. Techniquement, si en code review, on ne détecte pas qu'on a créé un goulot d'étranglement dans le premier cas, on ne le verra jamais en prod si on n'est pas capable d'observer nos applications. Donc là, vous avez l'état, et vous voyez bien les traces distribuées, qu'à cet endroit-là, il n'y a jamais de requête. Et donc, de ce fait, le goulot d'étranglement est présent. Avec Jaeger, là, vous pouvez voir que les requêtes sont utilisables en parallèle et donc que vous n'avez pas créé ce goulot d'étranglement. Et ça, c'est bien de pouvoir le faire a posteriori quand on veut optimiser nos apps. Ensuite, il y a Kiali, qui est un projet Red Hat qui se veut être un dashboard concurrent de ce que les cloud providers vous fournissent. Il est extrêmement complet, très agréable à utiliser, il s'améliore beaucoup, mais il a une vue, et je vous le présenterai en mode démo tout à l'heure, où on peut même suivre les requêtes qui passent, la configuration de tous les pods, l'intercommunication, qui communique avec qui, pourquoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pratique à utiliser quand on n'a pas, par exemple, un dashboard sur une cloud console. Et le dernier élément, Grafana, c'est pour moi l'objet, l'outillage qu'on doit mettre sur un écran dédié dans un bureau d'Ops. Avoir ça, ça vous permet de très facilement suivre la prod. Istio va automatiquement configurer des dashboards en fonction des microservices que vous allez livrer. Et derrière, donc, vous avez juste à avoir une boucle qui passe sur tous les microservices. Et si vous voyez que l'écran est rouge, c'est qu'il y a un problème en prod. Là, j'ai décidé de tuer un service. On voit de suite que j'ai une augmentation de nombre d'erreurs 500. Il faut s'alerter, il se passe un truc. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et en plus, vous pouvez le configurer vous-même. Tout ça vient gratuitement, je mets des guillemets, c'est open source, c'est automatiquement configuré, mais par contre, il y a un état dans ces applications. Et on sait que l'état, c'est compliqué à gérer au niveau d'un cluster cube. Donc, comme toute application que vous installez, il va falloir la bichonner, la maintenir si vous ne voulez pas perdre vos logs distribués, vos traces distribuées et autres data qui sont stockées par ces différents composants. Donc maintenant qu'on est capable d'observer nos apps, on va les connecter.
Au final, on sait détecter là où vont être les problèmes, donc on va connecter les choses. Et c'est encore du YAML, c'est encore plus de YAML. Donc si vous n'êtes pas fan du YAML, ça va faire mal. Par contre, et je commence à en faire partie, il y en a certains qui commencent à apprécier ça. Ça s'appelle un syndrome de Stockholm. N'hésitez pas à aller regarder. Alors, il y a 4 éléments importants dans les définitions, donc les CRD que rajoute Istio. Il y a le virtual service. Vous avez la doc officielle. Et ma définition que je donne en formation, qui est plus simple, je trouve, à comprendre, c'est le virtual service. C'est comment on va configurer le proxy, donc la petite brique qu'on a vue tout à l'heure, quand il va émettre une requête. Donc quand une requête va sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles vont être les règles de routage? Et donc là, vous les avez sur le slide. Et le destination rule, c'est comment va être configuré le proxy quand il va recevoir une requête. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire des choses extrêmement avancées. Et ensuite, il y a la notion de service entry qui va être très pratique quand vous travaillez avec des composants qui se trouvent à l'extérieur de votre cluster. C'est toujours un peu chiant parce que c'est une exception, il n'est pas dans le cluster, il ne fonctionne pas pareil. Mais au final, avec le service entry, vous allez décrire quelque chose qui se trouve en dehors comme s'il était dedans. Et Istio va vous permettre de l'utiliser de la même manière que les autres, d'avoir les mêmes règles de routing et autres. Et derrière, même si vous rapatriez votre composant externe à l'intérieur, vous ne changerez aucun YAML de votre côté. Il n'y aura que le YAML de déploiement de l'autre application qui va être changé. Et puisque je vous parle d'observabilité, il faut bien avoir à un moment des requêtes qui rentrent et qui sortent de votre cluster. Et pour ça, il y a des gateways qui vont permettre, de par la définition YAML que j'ai mis, d'attacher des noms de domaine dessus. Et donc, ça va être 2 proxys qui vont être déployés aux 2 extrémités du cluster et qui vont recevoir les requêtes. Il n'y aura pas d'application à côté, juste le proxy, et recevoir les requêtes et les router. Et très facilement avec du YAML. Et si vous regardez la notion de connexion, elle est présente vraiment entre la configuration du virtual service et du destination rule. Là, on voit qu'il y a un lien entre les hosts et le subset attaqué. Donc, on a connecté nos apps, on va contrôler. C'est la partie la plus intéressante parce qu'on peut faire avec ce que je vous ai montré. Peu importe la taille du maillage du nombre de microservices, vous avez déjà vu la totalité des fichiers utilisables pour faire plein de choses. En fait, la totalité, pourquoi? Parce que je vous ai caché un truc dans le slide précédent, c'est qu'il y a ce critère match. Donc match qui est vide, par défaut un objet vide. Donc c'est-à-dire toutes les requêtes qui rentrent, tu les forward à la destination rule qui va bien. Et donc, dans ce match, on va pouvoir mettre plein de choses. Et ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est un des pass to production qui permet en fait de mettre en production une application avec 0 downtime et de la manière la plus sûre possible. Donc la première chose à faire, et c'est là où je vais faire des démos avec une 1.4 que j'ai testé seulement à 2 h du matin, c'est le traffic mirroring. Perso, pas tout le monde apprécie ça, moi j'adore tester en prod. Mais quand je dis tester en prod, c'est pas que mes utilisateurs de prod sont mes testeurs. Pour moi, la prod, c'est le Graal. C'est vraiment là où il y a un intérêt. Tester en QA, tester en dev, ça ne sert à rien. Le trafic de prod, c'est vraiment les choses la plus importante. Mais par contre, je ne veux pas embêter mes utilisateurs. Et donc, avec une simple définition YAML que vous pouvez voir ici, alors on va passer sur la démo. Je vais lâcher la zapette. Là, vous voyez que j'ai déployé une application, 2 applications. Il y a un service qui est en version 1, un service en version 1 ici, UI et Search, et j'ai 2 requêtes HTTP qui partent en boucle. Donc normalement, ça défile, vous les voyez. Elles sont lancées toutes les 0,2-3 secondes. Je vais flouder le réseau de la conf, mais ça va le faire. Et là, je vais juste appliquer un YAML, donc entrée, si le réseau ne me perd pas. Allez, ça va le faire. J'adore les démos live. Il a envie, c'est bon. Et donc là, ça va redéployer un élément, et malheureusement, il y en a eu trop, c'est pas grave. Ça va redéployer un élément, et on va donc, grâce à ça, pouvoir avoir le trafic qui va être mirroré à la fois sur V1 et sur V2. Donc je vais le réappliquer une seule fois. Et donc je vais passer sur le backup de slide. Si on a le trafic qui part sur V1, l'application, le proxy va automatiquement mirrorer, mais en mode fire and forget sur V2. Donc votre code va recevoir la requête, votre code V2, et derrière, vous allez pouvoir monitorer vos applications, vérifier que V2 fonctionne bien, que le CPU ne s'emballe pas, que la RAM ne monte pas outre mesure. Par contre, faites attention, si votre appli a des effets de bord type stocker quelque chose dans une BDD,
Faut pas, parce que vous allez avoir V1 et V2 qui vont recevoir une requête, vous allez potentiellement attaquer la même BDD, ça va faire du bordel. Donc là, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est désactiver vos effets de bord et analyser le fonctionnement de votre application de manière nominale. Ensuite, il y a la partie Canary Deployment. Alors si je repasse là, hop, vous voyez qu'il y a 0 trafic qui arrive de V1 à il y a du trafic qui part de V2 vers Search V1, mais techniquement, il ne vient pas de l'Ingress Gateway extérieur, c'est juste une copie, avec le fichier YAML que je souhaitais vous montrer. Ensuite, le Canary Deployment. Le Canary, c'est un peu comme quand vous installez Chrome, vous choisissez la version Canary, ça se fait aussi avec les Nightly et autres. Ça va permettre de dire à un certain ensemble d'utilisateurs, donc normalement, je vais vous le montrer ici, hop, je l'applique, un certain ensemble d'utilisateurs veulent la nouvelle version. Donc juste avec le bout de YAML que je présente à droite, vous allez pouvoir dire, voilà, les utilisateurs qui ont ce header HTTP là, donc version à bêta, tu vas les envoyer sur V2. Et là, vous voyez que quelque chose qui tout à l'heure présentait V1, ici présente V2 en continu, alors que la version standard présente V1. Donc j'ai très facilement pu router du trafic avec un simple fichier YAML pour amener un nouveau client ou un client qui connaît ce header à mettre vers cette nouvelle version. Et vous pouvez faire ça, je passe mes slides de backup, vous pouvez faire ça pas pour qu'un microservice, mais sur potentiellement un endpoint d'un microservice, sur plein en fait, de request matcher qui va vous permettre de dire bon, les requêtes en get sur /foo/bar avec le header machin, tu les envoies sur V2 pendant un temps. Et ça peut être super pratique. Vous pouvez aller extrêmement loin à tel point que on a même des choses qui peuvent être moches, je ne vous conseille pas de le faire en prod, mais quand on a des clients qui appellent et qui nous disent « je suis incapable de redéployer mon infra pour t'envoyer un header différent ». Moi, je suis capable de dire que si ton infra, elle a une IP qui ne bouge pas, l'avantage, c'est que quand tu vas m'appeler, les cloud providers mettent l'IP de celui qui appelle dans les headers HTTP et je vais pouvoir rediriger le trafic en fonction d'un client. Ce n'est pas conseillé, hein, mais ça permet des fois de faire des choses un peu plus sioux quand on en a besoin. Et ensuite, le traffic splitting. Quand là, j'ai testé mon application en mode shadow, donc j'ai vérifié qu'elle marchait quand elle recevait les requêtes en mode miroir. Je l'ai vérifié avec certains clients. Dans Cube, si je fais un rolling update, je vais avoir en 5 minutes toutes mes V1 qui ont disparu et les V2 qui apparaissent. Pour moi, c'est trop rapide. J'aurais besoin d'avoir une période intermédiaire où je vais avoir à la fois du V1, à la fois du V2 et pouvoir contrôler petit à petit. Et pour ça, de la même manière, on va l'appliquer ici. Si j'y arrive, ça fait 2 fois quand même. Donc là, j'ai un YAML qui va me permettre de juste définir des routes différentes, s'il se lance. Yes. Le réseau, je le sens bien chargé. Et donc là, je vais juste ajouter une pondération. Je vais dire, tu envoies 10% sur une version, 90% sur une autre. Ça va se refléter à gauche. On va avoir le trafic qui va automatiquement être routé en fonction des requêtes et de manière totalement aléatoire. Après, on peut attacher en fonction d'un header ou de certaines choses, un cookie de session et autres, pour qu'un utilisateur reste toujours sur la V2 à partir du moment où il a commencé. Mais ça veut dire gérer un state, ça devient un peu plus chiant. Et si on avance là-dessus, là j'ai fait la V1, j'étais en mode 90-10, là je vais passer en 70-30, potentiellement mode GitOps, je commit, ça redéploie sur le cluster, et on va voir le trafic qui va automatiquement fluctuer d'une version à l'autre. Je passe les slides de backup. L'avantage, c'est qu'on va monitorer nos applications jusqu'à arriver à 0% sur la V1 et 100% sur la V2. Et ça se fait sans downtime, parce que depuis le début de la démo, j'ai eu V1 et V2 qui étaient up tout le temps. La seule chose qui a changé au moment où j'appliquais les YAML, c'était les règles réseau, et au final, il ne va pas couper une requête en cours pour mettre une nouvelle règle réseau. Donc là, je suis sûr que j'ai été résilient et j'ai un uptime de 100% au moment où je livre. Et ensuite, c'est bien d'être résilient quand on livre, mais c'est aussi top de l'être au fur et à mesure de la vie de nos applications. Et Istio va encore nous aider pour ça. Donc tout d'abord, il va nous aider à prévenir les erreurs. Prévenir les erreurs, je vous ai parlé du retry tout à l'heure. J'ai mon application, quand je le code avec certains frameworks, pour faire un retry, c'est une annotation ou c'est dans le code en dur de manière impérative où je vais dire bon tu réessayes 3 fois. C'est super de le faire, mais par contre c'est super chiant à tester parce qu'il faut tester que le retry il marche, il faut tester qu'il marche juste ce qu'il faut. Vous avez fait 3 fois, pas 300 fois.
Et ça, c'est important de le prendre en compte. Encore une fois, ça ne fait pas partie des règles métiers de vos applis, c'est juste de l'infra, c'est de se prémunir du reste du monde. Avec Istio, vous allez pouvoir, en quelques lignes de YAML, dire eh ben, tu vas faire le retry sur cette condition-là, sur tel type d'erreur, et tu vas le faire un certain nombre de fois. Donc ce que Istio va faire, c'est quand votre app va appeler le proxy indirectement, sans le savoir, le proxy va faire la requête. Si la première fois ça pète, il va rejouer. Votre appli est en train d'attendre à ce moment-là, donc du moment que vous n'excédez pas le temps d'un timeout, ça passe. Et derrière, 2 fois, puis 3 fois, c'est passé. Et là, votre appli, comme si de rien n'était, a reçu le message sans problème. Niveau rate limiting, alors, il y a 2 rate limiting dans Istio. Il y a du rate limiting au niveau des pods et au niveau global. Alors, global, vous imaginez bien que c'est encore partager un état, donc au niveau des services. On peut le faire avec un Redis et autres. Là, ce que je vous présente, c'est vraiment du rate limiting que nos clients potentiellement mettent en place parce qu'il arrive très souvent d'avoir une appli legacy. On veut la mettre dans le cloud, on veut la gérer au même niveau que le cluster. Par contre, les nouvelles, elles sont super performantes. Les anciennes, elles rament leur mère, c'est une horreur. Et elles refusent plus d'une requête à la fois. Avec ces caractéristiques-là, dans un YAML encore une fois, alors là j'ai été bourrin volontairement, vous allez juste autoriser une seule requête concurrente, une concurrente, c'est une seule, sur un microservice. Donc, s'il y a 2 applis qui essayent d'appeler le même pod au même moment, ben, le deuxième prendra une erreur et derrière, à vous de mettre un retry pour potentiellement réessayer et avoir quasiment une queue de messages qui va se mettre en place. C'est pas fait pour, hein, mais ça permet d'arriver à cette logique-là. Et la version idéale, avec tout combiné, ce que je viens de vous présenter, c'est le pull ejection. C'est une notion qui, au travers d'un YAML, encore une fois, j'ai mis des valeurs extrêmement violentes. Si un microservice va répondre une erreur dans un certain range, dans un range de temps et un range d'erreur d'ailleurs, va répondre une erreur, je vais le mettre au frigo. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon appli va appeler l'autre pod va répondre une erreur, Istio va dire, bon, bah lui, il est dans un état, c'est pas bon. Alors, techniquement, son health check marche peut-être. Et d'ailleurs, Kubernetes, vérifiant les readiness et les liveness, ne le redémarrera pas parce que ça marche. Mais par contre, il y a peut-être un garbage collector qui doit se faire, une tâche programmée dans un cron job de l'application, quoi que ce soit, un garbage collector qui fait un stop de word. Des fois, c'est pas plus mal de laisser l'application le faire, la laisser tranquille pendant 5 minutes. Le reste du monde joue et fait les choses comme il le souhaite. Et derrière, Istio, après 5 minutes, va re-whitelister l'application pour qu'elle devienne accessible de nouveau. Et ça, le faire de manière programmatique avec du circuit breaking évolué, c'est un peu plus compliqué. L'avantage, c'est qu'on a la main dans l'infra avec ça, donc on peut faire des choses beaucoup plus évoluées. Et donc, encore une fois, tout ça, et c'en est une parmi tant d'autres, ça vous permet de faciliter la vie en termes de dev et d'ops quand vous avez à gérer des microservices par dizaines ou centaines. Et ce qui est encore mieux, et ce que je m'éclate à faire, c'est on peut faire des conneries avec ça. On peut contrôler le réseau. Alors j'aimerais bien que les images reviennent, s'il vous plaît. Je les ai sur le retour, donc moi ça ne me gênait pas. Hop, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous le relancer. Donc je me remets au plaisir des organisateurs. C'est bon, presque. L'autre écran. Cool. Donc, merci. Injecter des erreurs, donc comme là on l'a vu, hein, ça peut être pratique pour tester nos applications. Donc moi j'ai un pattern qui est très courant, hein, c'est je vais demander à un cache, quand je reçois une requête, je demande au cache s'il a la data, si le cache est mort ou qu'il n'a pas la data, je demande à la database qui est un peu plus lente. Mais ça, pour le tester, des fois les caches, ils démarrent dans des range de temps qui sont tellement courts que vaut mieux réussir à injecter de l'erreur sur le réseau avec un simple descripteur YAML pour dire, bon ben voilà, sur tel endpoint, tel élément, tu vas avoir de l'abort ou du delay. Ça permet aussi de voir si vous faites des appels concurrents et vous dites, bon bah s'il n'a pas répondu en 5 secondes, je fall back sur une solution de secours pour garder des perfs qui soient cohérentes. Et ça, encore une fois, c'est un simple YAML à utiliser. Et vous avez la puissance de tous les matchers qu'on a vus précédemment pour dire, bon, bah, tu fais ça que sur tel endpoint et telle méthode, par exemple. Voire même avec un header HTTP pour faire du canary sur ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le chaos engineering qui permet de déployer ce genre de choses sans que les devs et les ops soient au courant dans leur cluster et voir si les applis continuent à tourner. Ça permet de prévenir les vrais cas d'erreur.
Ensuite, la sécurité. Vu qu'on a la main sur le cluster et sur le réseau du cluster, on va pouvoir augmenter la sécurité de ce réseau-là. Et tout d'abord, c'est avec le Mutual TLS. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, moi oui. Configurer du Mutual TLS entre deux applications, en Java par exemple, c'est déjà galère. C'est pas pratique, il faut penser à plein de choses. Alors si en plus on est dans un monde multi-technologie avec du JS, du Go, mon microservice qui n'est qu'un appel curl, franchement j'ai pas envie de me taper la doc, le man de curl pour savoir faire du Mutual TLS. Et bien là c'est ce que Istio va vous permettre. En plus, et ça à chaque fois je l'oublie, c'est les devs, en dev, on le désactive le Mutual TLS parce qu'il nous embête plus qu'autre chose. Et c'est du vécu. Après, les merge requests, elles arrivent avec le Mutual TLS désactivé, qui part en prod, et personne ne s'en rend compte. On a désactivé le Mutual TLS pendant quelques temps. Donc, franchement, vaut mieux dédier ça, donner ça à l'infrastructure plutôt qu'à votre application qui, normalement, se concentre sur le métier. Donc, ces quelques éléments, alors j'ai pas mis à jour le slide, ils ont simplifié ça dans la version 1.4. Donc, ils ont fait un fichier. Il y en avait 4 avant, maintenant il n'y en a qu'un. On va juste définir que tout notre namespace doit être en Mutual TLS et la destination rule par défaut aura Mutual TLS. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Citadel va venir se connecter et monter dans un montage disque sur les pods des proxys, monter les certificats, les proxys vont loader les certificats et les utiliser en Mutual TLS. Et Citadel, il gère la PKI, donc il va faire tourner les certificats quand il faut, que ce soit, alors le route, ils ont eu un bug, donc certains payent les frais aujourd'hui, mais que ce soit maintenant le route ou les certificats sur tous les proxys, ils vont tourner automatiquement et être gérés de manière plus fine que certaines équipes d'Ops ont complexité à le faire. Et on peut même déporter plein de logiques, par exemple l'autorisation. Décoder des tokens JWT, toutes nos applis le font aujourd'hui, il y a plein de librairies pour ça, mais pourquoi je vais m'embêter à le faire si je peux encore donner ça au proxy? Donc là, avec quelques bouts d'YAML, je répète cette phrase à chaque fois, mais je vais pouvoir dire, bon, j'accepte les tokens qui viennent de cet issuer-là, donc avec l'URL du WKS qui va bien, et donc je vais pouvoir dire que ce microservice-là a besoin d'une authentification par token JWT et celui-ci aussi a changé dans la version 1.4. Je vais avoir en un seul fichier, mais là, ce que vous avez, c'est qu'à gauche, c'est la définition de ce que je peux faire et à droite, c'est comment j'atteins une identité. Donc là, vous voyez que pour être customer, il faut juste que mon request claim ait le groupe à valeur customer. Et donc, quand ça arrive, j'ai les droits de ce que vous voyez à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Le token va arriver sur le proxy, il va le décoder, il regarde la valeur du claim, donc la groupe, customer, c'est cool, ça passe. Ça l'envoie directement à votre application qui est derrière. Si le claim ne correspond pas, il va vous le jeter et l'appli n'aura même pas reçu cette requête. Donc si elle ne reçoit pas la requête, elle ne fait pas le décodage, vous n'êtes pas obligé de tirer une librairie JWT pour le faire. Plein de choses qui se retirent de votre application encore. Donc ça, dans le temps imparti, c'est tout ce que je pouvais vous présenter sur les éléments fondamentaux qu'Istio vous permet de faire. Il y en a plein d'autres. La doc d'Istio.io est très bien. N'hésitez pas, moi je la trouve passionnante et encore hier à 2h du matin, j'étais en train de parcourir les nouveautés de la 1.4 qu'ils avaient voulu stabiliser. Il y a des choses qui arriveront finalement que dans la 1.5, mais c'est quelque chose qui est super pratique au jour le jour quand on travaille avec des microservices. Et on peut même aller plus loin. Alors quand je dis plus loin, c'est potentiellement toucher aux détails d'implémentation. Normalement, vous n'êtes pas censé savoir que le proxy, c'est Envoy. Parce que si demain, il décide de le changer, une alternative arrive, vous allez peut-être avoir une adhérence. Mais par contre, aujourd'hui, vous pouvez très bien faire un truc qui est très apprécié, encore une fois, des devs, c'est avec ce petit bout de YAML. Alors, c'est du Lua qu'on est obligé de mettre dans du YAML. Voilà. Mais, et en plus, le Lua est forcément moins performant que le code natif d'Envoy puisqu'il est en C++, alors que le Lua là est interprété. Donc, bon, c'est pas le problème. Le but, c'est surtout que là, vous pouvez mettre un tout petit peu de logique qui va faciliter encore les choses pour votre appli. Le cas d'usage, c'est être capable de décoder le token JWT, de sortir le claim
du groupe, donc savoir de quel groupe est le user, et le mettre dans un header HTTP pour que l'application le reçoive et n'ait jamais à gérer le décodage du token JWT. Pour des règles métiers, ça peut être vraiment top d'avoir ça dans un header, plutôt que de devoir se taper la désérialisation du token. Et ça a un coût, hein, la désérialisation. D'autres éléments, le Mesh Expansion, je vous en ai parlé au début. Si vous avez une VM et que vous voulez l'intégrer à votre service Mesh, il va falloir gérer les choses différemment. Dans Istio, vous avez la commande istio-ctl et vous allez pouvoir faire un add to mesh qui va installer un proxy sur une VM. Il y a même un package Debian maintenant pour le faire et qui va l'installer pour vous, le configurer et le faire rejoindre le service Mesh qui se trouve à l'intérieur de votre cluster. La seule contrainte, c'est qu'il faut que votre control plane d'Istio soit accessible depuis cette VM. Alors, dans des cloud providers, c'est super pratique, en interne aussi, mais si vous devez repasser par Internet, franchement, je vous le déconseille parce que ça veut dire qu'il faut sécuriser le control plane de manière brutale parce que c'est lui qui a la main sur tout le réseau. Et vous pouvez même avoir, alors c'est la version ultime, perso, je n'y mettrai pas la prod aujourd'hui, du Istio multi-cluster. On voit le pattern Kubernetes arriver avec un cluster cube par environnement fonctionnel. C'est un pattern qui a le mérite d'exister. Et on veut de l'Istio. Et ils ont fait que Istio puisse avoir plusieurs control planes qui vont se synchroniser entre eux pour avoir des règles appliquées à un endroit et qui se répliquent à un autre. C'est bien, mais franchement, je ne suis pas encore safe, ou en tout cas, je ne trouve pas ça sec aujourd'hui. Comment démarrer? Parce que là, je vous présente tout ça, c'est top tout ce qu'on peut faire, mais il faut jouer avec et l'installer un peu comme je l'ai fait pour la démo. Vous avez du Helm ou du YAML. Perso, j'aime pas Helm et ça tombe bien depuis peu. Alors, dans Helm, il y a 447 paramètres. Franchement, c'est un truc imbitable. 447 paramètres, c'est parce que vous avez toute la configuration de tous les outils. Grafana, Prometheus, Zipkin, Kiali et autres. Donc tout ça, forcément, ils augmentent généralement de 100 paramètres par version. Imaginez, j'ai pas hâte des nouvelles versions là-dessus. Ils ont mis des profils. Là, ce que j'ai fait, c'est le profil démo. Ne l'utilisez pas en prod, forcément. Il y a 4 profils standards et 2 profils pour du multi-cluster. Et depuis hier, et la démo a été faite avec, c'est pour ça que j'ai sué, il y a un opérateur Kubernetes qui fait que la version Helm est dépréciée. Aujourd'hui, c'est la version opérateur qui doit être privilégiée. Et en fait, c'est un YAML avec le formalisme d'Istio et vous balancez ça sur le cluster ou avec Istio-ctl et ça va configurer automatiquement votre cluster. Et ça, c'est super pratique. Une autre solution, celle que j'utilise le plus aujourd'hui, c'est sur GKE. Sur Google Cloud, créer un cluster Kubernetes, c'est un formulaire. Et d'ailleurs, il s'est simplifié. Maintenant, on ne choisit même plus la version. On lui dit, comme Chrome, je veux être sur une version stable long terme ou en rapide release et il va faire automatiquement les mises à jour. Et bien, Istio, c'est une case à cocher dans votre cluster Kube. Et vous pouvez très bien dire, je coche cette case et je me mets en strict. Donc le strict va vous permettre de dire que tout est en mutual TLS. Google va automatiquement installer pour vous le cluster Kube, Istio dans son namespace, le configurer et à chaque mise à jour de votre cluster, il va faire la mise à jour de la partie Istio. Alors ça, c'est une version que je dirais plus installée que managée parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver dans le futur. Mais tout d'abord, ce qui est pratique avec cette solution-là, c'est qu'il y a Stackdriver. C'est la solution de logging monitoring de Google sur Google Cloud. Et en fait, quand vous installez la version managée par Google, tout va se brancher directement avec Stackdriver. Donc, fini l'état dans le cluster qui a lié Jaeger, vous allez avoir ça qui va être sorti de votre cluster, qui redevient stateless, et vous allez pouvoir monitorer ça au même niveau que vos buckets, vos applications qui vont tourner sur une VM ou sur du App Engine, par exemple. Donc, au moins, vous avez tout au même endroit. Et c'est franchement extrêmement évolué. Très souvent, on a des métriques que seuls les ops comprennent. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cet écran. Mais celui qui m'importe, c'est le temps de round trip, par exemple, d'une requête HTTP à l'intérieur de mon cluster pour me rendre compte où sont les goulots d'étranglement et comment ça se passe. Et celui-ci, mon favori, je prends la tête à tout le monde avec ça. Mais ça m'a sauvé les miches en prod pas mal de fois parce que ça me permet d'avoir les traces distribuées avec les logs
en fichier, puisqu'au final, Stackdriver collecte les logs aussi, les logs qui vont s'inscrire au milieu des traces. Donc on peut voir ce qui se passe sur chacun des microservices impliqués dans une requête, tout en voyant leurs logs ensemble. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un concurrent open source qui arrive à le faire. Et donc j'aurais eu mon bug de prod, j'aurais, je pense, jamais réussi à le débugger sans ça. Et tout ça, vous avez bien sûr tous les autres outils d'analyse, même vous pouvez avec Stackdriver, mettre des points de debug dans vos applis qui sont en prod pour faire des snapshots de la mémoire d'une JVM. C'est fou tout ce qu'on peut faire et qui vous permet de travailler de manière plus sereine en prod, parce que c'est quand même là où il y a du trafic qui a de la valeur. Et la version suivante de Istio en GKE, c'est CSM, donc Cloud Service Mesh. Ça va être une installation totale, et le pendant de Kiali, hein, vous le voyez là, sur GCP, donc avec tous les services de la Cloud Console qui seront interconnectés avec des proxys, donc que ce soit potentiellement avec du Cloud SQL, du SQL Manager ou des choses à l'intérieur de votre cluster. Et vous allez avoir des dashboards. Si vous êtes fan de la philosophie SRE, moi j'adore cette logique, où on va définir des indicateurs et des objectifs et on va pouvoir monitorer finement que, ah bah tiens, le temps de réponse sur ce endpoint, à chaque fois qu'on réalise un truc, on commence à se rapprocher du moment où on va plus être capable de respecter nos objectifs. Et ça, vous les aurez directement par la Cloud Console qui vous seront conseillés, même automatiquement, et qui va vous permettre donc de travailler en termes Ops de manière plus sereine. Même un dev comme moi arrive à les faire, ces dashboards, donc pour vous dire. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui au niveau d'Istio. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que ça vous donnera envie de l'utiliser ou potentiellement d'améliorer vos process de livraison et d'utilisation de vos applications. Merci à vous. D'après mon chrono, il reste moins de 5 minutes, donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Je vais vous demander de lever la main si vous avez des questions. On va faire passer les micros. C'est bien, tu as la question la plus loin possible. Si quelqu'un en bas à droite en prêt peut en poser. Bonjour, merci pour la présentation déjà. C'était d'une très grande qualité, je tenais à le dire. Merci à vous. Sur le fond et la forme. J'ai une question, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais être rapide. Istio, je me pose la question en ce moment, je découvre, je me pose la question en ce moment de quel est le bon dimensionnement, où le positionner dans ce système d'information. Est-ce qu'il faut que ce soit un composant entièrement fédéral ou est-ce qu'il faut que ce soit un composant par domaine métier? Est-ce qu'il faut que ce soit un composant par application? C'est la grande question que je me pose en ce moment et je n'ai pas la réponse. Moi, j'aurais tendance à y aller de manière progressive parce qu'il faut aussi apprendre de son utilisation. Donc, tu peux l'activer par namespace, c'est le fonctionnement standard. Et en fonction des namespaces, apprendre au fur et à mesure et après suivre ce découpage. Donc, si chaque domaine fonctionnel a un cluster ou un namespace, les faire passer les uns après les autres. C'est, je pense, que je conseillerais. Je ne sais pas si ça répond clairement. Oui, ça répond, merci. Voilà. Et du coup, question rapide. Yes. Avec les fonctionnalités qui sont apportées, j'ai noté Gateway, Virtual Service, etc. On est d'accord que les anciennes stacks, style OSS, Eureka, Azul, Ribbon, etc., plus besoin? De mon point de vue, oui. Il y en a encore qui les poussent. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai essayé de développer avec, mais dès qu'on est dans un monde multi-technologie, se plugger à de l'Eureka, Azul ou quoi que ce soit, Istrix d'ailleurs, c'est galère. C'est galère quand on n'est pas dans la stack technique qui va bien. Donc pour moi, je les mets de côté. Et ce que l'infra avec Cube et Istio me donne me permet de tout faire. Merci. Merci. D'autres questions? On a encore le temps pour une ou deux questions, si vous voulez. Oui. À noter, si vous voulez, il y a aussi des stickers, ça n'empêche pas les questions, mais les stickers exclusifs pour la conf, et je pense que ce seront certainement les derniers d'ailleurs, donc profitez-en. D'autres questions? Merci à vous, et profitez bien de la conf. Il y a encore une question avant de partir. Presque, désolé. Avec les lumières, c'est compliqué. Il y a du suspense pour cette question. Merci. Bonjour. Oui. J'avais une question moi sur comment observer et monitorer Istio lui-même. De la même manière.
Au final, sur la partie Istio, il y a des proxys qui sont déployés, pas sur tous, parce qu'au final, ce serait le serpent qui se mord la queue, parce que si on change la configuration d'un truc qui lui-même écoute sa propre config, elle ne passerait pas. Donc certains composants l'ont, et de toute façon, après on monitor Istio comme un autre composant. C'est des communications gRPC, et quand j'utilise Jagger, je vois très souvent la communication entre le data plane et les composants du control plane d'Istio. Donc ils sont tout à fait lisibles et interprétables, et surtout quand il y a du debug et qu'on est obligé d'aller creuser dans les logs d'Istio, du proxy, on peut travailler avec. Donc on les a. Merci. Ouais. Merci. Donc il n'y a plus de temps. Donc encore une fois, merci à vous.